Dans l'actualité, ce 27 octobre, la célébration de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, l'archivage audiovisuel face au passage numérique, thème retenu. L'accès à l'eau et à l'électricité, un véritable calvaire pour les populations de Bondoukou, les raisons de ces coupures intempestives et des bribes de solutions dans un dossier proposé par la rédaction. La Tunisie, toujours dans l'attente des résultats des législatives, le scrutin n'a pas suscité grand engouement. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Célébration ce 27 octobre, je vous le disais en titre, de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, occasion d'attirer l'attention du grand public sur l'importance culturelle et historique des archives cinématographiques et télévisuelles. En Côte d'Ivoire, l'événement est célébré simultanément à Abidjan et à Bouaké, ce pendant 3 jours. Mais avant les échos de cette manifestation, les propos du ministre Afoussiata Bamba Lamine à la veille de l'événement. Une journée pour célébrer la mémoire collective traduite par l'archivage audiovisuel. Le besoin est manifesté en réalité depuis 2005 par l'UNESCO, mais un problème de fond, toutefois, celui de la conservation des archives, témoignage de la vie d'une nation. Aussi, devrions-nous accorder un grand intérêt aux archives audiovisuelles dont la fragilité a été mise en évidence par l'UNESCO. Cette précarité est liée à la fois à des facteurs naturels comme les inondations et les incendies, mais également à des actes perpétrés par les hommes comme les pillages et les conflits. À l'occasion donc de la 8e journée mondiale du patrimoine audiovisuel, un défi en guise de thème, l'archivage audiovisuel face au passage au numérique. Une préoccupation pour la tutelle, surtout qu'au niveau national, la précarité de nos archives en matière d'audiovisuel incite à franchir le pas et mettre le pied à l'étrier. S'agissant de la situation des archives audiovisuelles en Côte d'Ivoire, elle n'est pas réluisante, en raison des désastres qu'elles ont subis au cours de la décennie écoulée. Il y a donc nécessité de restaurer notre patrimoine audiovisuel. C'est ce à quoi d'ailleurs s'attelle le gouvernement sous l'autorité du Premier ministre, conformément à la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. C'est pourquoi les 27, 28 et 29 octobre, nous allons organiser simultanément à Abidjan et à Bouaké des ateliers de réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour la restauration de notre patrimoine audiovisuel. Bouaké et Abidjan aux couleurs des archives audiovisuelles, le 27 octobre, rendez-vous annuel consacré au patrimoine audiovisuel dans le monde. Coupure intempestive d'eau et d'électricité, le lot des populations de Bondoukou, capitale du Kontougo, c'est dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Un véritable frein aux activités des restauratrices, gérants d'hôtels et autres cybercafés. Quelles en sont les raisons? Quelles solutions pour donc mettre fin au calvaire des populations? Franck Quadio s'est penché sur le dossier. Une journée ordinaire à Bondoukou, la capitale du Kontougo à quelques 420 km d'Abidjan, au nord-est de la Côte d'Ivoire, s'éveille lentement. Mais pour Eric, gérant d'hôtel, la nuit n'a pas été de tout repos, tiraillé entre plaintes de clients et rotation incessante pour remplir les seaux d'eau. Une situation récurrente causée par les fréquentes coupures d'eau. Vous mettez quelqu'un dans une chambre d'hôtel et du coup, il n'a pas l'eau. Vous lui dites que c'est une chambre climatisée. Et il n'a même pas le courant, c'est difficile. Pas d'eau au centre-ville, réalité encore plus difficile dans ce quartier périphérique. Ça nous pose beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de tuyaux qui passent devant ici. Il faut jusqu'au camp là-bas, ou bien sur l'autre voie. Donc quand on est venu ici, j'ai demandé le prix là, ça ne me permet pas de prendre. L'eau, source de vie, mais aussi l'énergie électrique. Ce jeune gérant de cybercafé est dépité ce matin. Son activité est en souffrance par une énième coupure. 3 appareils qui sont là-bas, j'étais obligé de les changer. Mes centrales, j'étais obligé de les changer. Journée inconfortable vécue par les clients, en majorité des élèves. Des fois, quand j'arrive au sud venir traiter mes exercices, on coupe le courant. Un tour à l'agence locale de la compagnie ivoirienne d'électricité. Le chef d'exploitation est à son poste. Plusieurs raisons expliquent ces délestages. La coupure que nous avons subie ces derniers temps, vous savez que nous sommes en bout de ligne. Nous sommes à l'extrémité du réseau. Donc toutes les coupures qui se font en amont se répercutent sur Bondoukou. Que ça dépend de Bondoukou ou non. Quand il y a un événement
qui entraîne une coupure depuis la source, nous subissons. Les coupures dues au sabotage sur le réseau, une autre cause évoquée, difficile selon le technicien de satisfaire une population en pleine croissance, raison évoquée aussi par le chef d'exploitation locale de la société de distribution d'eau. La production ne suffit pas par rapport à l'estimation du dernier recensement. Nous sommes à 97 000 personnes. Si on estime ce besoin par rapport à la population, on a un besoin de 4 850 mètres cubes jour. Or, la production actuelle, nous sommes à 2 750. Donc, vous voyez le déficit. Le déficit fait environ 2100. Donc, ce qui fait que la production ne peut pas satisfaire les besoins de la population. Concernant l'eau, il y a que souvent les délestages sont provoqués, histoire de satisfaire toutes les couches. Mais depuis la visite du chef de l'État dans le Gontougo, 3 nouveaux forages, dont le premier déjà fonctionnel et à terme un projet d'extension. L'État nous avait promis de prendre l'eau à partir du barrage de Songori. Donc l'étude est en cours. 450 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe consacrée au développement du district du Zanzan, 178 milliards pour Bondoukou, dont 7 milliards déjà investis. Les populations attendent donc la fin du calvaire. Et de retour de Bondoukou, je vous conduis à Yaou, au sud-est de la Côte d'Ivoire, pour ouvrir la page sport de ce journal. Un tournoi de football dit de la fraternité a rassemblé récemment les jeunes de ce village de près de 2000 âmes. Tournoi suivi pour vous par Chris Paterne. Stade Nana Pia de Yao, samedi 20 septembre 2014, il est 16h, place à la finale de la Coupe de la Fraternité, dotée du trophée Ian Philippe, président du conseil régional du Bunkani. L'équipe en maillot bleu-jaune Yao 2 affronte celle de Yao 1 en maillot bleu-blanc. Dès le coup d'envoi, le public est ravi par le spectacle. Cette joie sera de courte durée pour les supporters de Yao 2. À la 19e minute, Magloire Quadio profite d'un cafouillage pour supplanter Ebakwasi, le portier de Yao 1. La qualité du terrain empêche les deux équipes de développer leur jeu. Mais à la 29e minute, la domination des Yao se concrétise par une égalisation. Œuvre de Sylvain Amouakan. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. Le temps de se faire une beauté. Et surtout, pas question de se laisser distraire, car l'après-match fera place à un bal populaire. À la tribune d'honneur, le sous-préfet rend hommage aux initiateurs. Que la jeunesse se mette ensemble pour s'amuser. Il n'y a pas longtemps que je suis là, mais je crois que c'est le premier tournoi que je vois. Voilà, donc c'est pour cela même que je voulais quand même remercier le président du conseil régional du Boukani qui a accepté de parrainer cette finale-là. L'année prochaine, on souhaite que ça devienne grand même plus que ça. On est très contents. À la reprise, l'équipe de Yao 2 est réduite à 10 suite à l'expulsion de Kwame Afou pour un acte d'anti-jeu. Ils réussiront tout de même à préserver ce score jusqu'au coup de sifflet final, renvoyant ainsi les deux équipes au tir au but. C'est finalement Yao 2 qui remporte cette finale sur le score de 4 tirs à 2. Après la remise des trophées, place à la fête. Et le football, vous le savez, suscite des passions. En Afrique, en tout cas, c'est bien souvent que l'on a recours à des pratiques mystiques pour s'offrir la victoire. Eh bien, le tournoi de Yao n'y a pas échappé. Notre reporter Chris Paterne en a été témoin. À Yao, la fin des activités de vacances a été marquée par la finale du tournoi Philippe Ian, du nom du président du conseil régional du Bunkani. Ces deux jeunes ont fait sensation auprès du public pendant que s'affrontaient les deux équipes. Sur la pelouse comme en dehors, c'était la rencontre entre deux forces qui s'étaient donné pour mission d'influencer le jeu au regard de l'enjeu. D'un côté, Guindo Cheikh Abdoul de Yao 1. Bon, mon rôle c'est de faire gagner mon équipe. Mon équipe va gagner 2-0 et faire confiance à mon tri. Et de l'autre, Aimé Amani de Yao 2. Nous venons d'arriver à Bouna. On est venu supporter l'équipe de Yao 2, que le fils de Yao 2 puisse gagner. L'équipe va faire seulement que 2-1. Mon marabout est là. Tant que je lui parle, la but qu'il doit marquer, nous voyons ça là. Ce petit truc qui sont là, nous voyons là-dedans. Tout au long de la partie, chacun y allait de ses incantations et rituels visant à déstabiliser l'adversaire. Le public s'attendait donc à un duel à distance. Ce fut plutôt une communauté d'esprit.
Assis côte à côte, ils avaient opté pour la proximité. Une tactique visant à mieux surveiller les assauts de l'ennemi selon les informations recueillies. Autre fait, avant la fin du match, l'horizon est noirci par un épaisse brouillard. La pluie s'annonce. Il ne fallait pas compter avec ces météorologues d'un autre temps. On va arrêter la pluie totalement. Une injonction qui n'a pas empêché à quelques gouttes de tomber avant l'épreuve des tirs au but. Et ici encore, le talent était réservé aux joueurs et le mérite aux féticheurs. Ces deux jeunes de Yahoo disent avoir pour seul idole un certain sorcier blanc. Les Tunisiens, toujours dans l'attente des résultats partiels des législatives, les premiers devraient être connus au cours de cette journée. Pour l'heure, les chiffres connus sont ceux du taux de participation, 61,8% en baisse donc par rapport à 2011. Retour sur l'ambiance qui a prévalu lors du scrutin. Motivés et matinaux, les électeurs tunisiens se sont massés devant les bureaux de vote comme celui-ci à Tunis dès les premières heures du jour ce dimanche. Je suis venu tôt, c'est mon devoir. Ce sont les deuxièmes élections législatives libres dans l'histoire de la Tunisie. J'ai fait mon choix. Je ne souhaite que le meilleur pour la Tunisie, que Dieu préserve les Tunisiens unis et en paix. Ces législatives sont cruciales pour permettre à la Tunisie de se doter d'institutions stables près de 4 ans après la révolution. Le leader du parti islamiste Ennahda, vainqueur des dernières élections en 2011, souhaite maintenir la flamme de la démocratie. Notre devoir de Tunisiens est de maintenir cette flamme allumée afin d'éclairer le chemin pour le monde arabe. Nous devons la garder allumée pour prouver que les rêves peuvent devenir réalité, que les peuples arabes sont dignes de la démocratie et que l'islam et la démocratie ne sont pas contradictoires. L'autre parti donné favori, c'est Nida Tounes, créé il y a à peine 2 ans par un ancien Premier ministre du président déchu Ben Ali. Il se pose volontiers en candidat anti-islamiste. Tout le monde espère que sa propre équipe gagne. La chose la plus importante, c'est que la Tunisie avance sur un chemin de plus grande stabilité et de sécurité. La sécurité, la grande préoccupation des autorités tunisiennes. Pour ce scrutin, 80 000 policiers et militaires ont été déployés. 2 jours après l'assaut meurtrier contre des djihadistes dans la banlieue de Tunis, chacun redoute qu'une attaque terroriste ne perturbe le processus démocratique. Au Brésil, le dénouement du scrutin est connu. Dilma Rousseff, réélue de justesse avec 51% des suffrages pour 4 autres années, des années que la présidente entend mettre à profit pour lutter donc contre la corruption. Dilma Rousseff qui a appelé ses adversaires au dialogue. Et puis cette information avant de nous dire au revoir, la peine de mort requise contre le capitaine du ferry Seoul, naufragé en avril dernier, Lee Jun-seok, est accusé d'homicide par négligence aggravée. L'accident, vous vous en souvenez certainement, a fait au moins 300 morts. Rendez-vous le 11 novembre pour le verdict. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.